J'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique 78e numéro. Et dans cette émission, nous allons nous intéresser à la ruralité et à ses enjeux. 9% de la population yvelinoise vit dans une commune rurale. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Pauline Vinocourt-Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes mariée et mère d'un enfant. Vous avez grandi du côté de Gros-Rouvre, où vous êtes d'ailleurs la fille aînée du maire de la commune. Vous avez fait des études littéraires et juridiques. Vous occupez à partir de 2002 plusieurs fonctions au siège national de l'UMP, où vous serez notamment responsable des affaires juridiques. Pourquoi avez-vous décidé d'exercer dans le monde politique après vos études ? Par intérêt. Ça fait longtemps que la politique que l'engagement et que la politique était quelque chose qui m'intéressait. Et c'est pour ça que j'ai souhaité travailler dans un parti politique. Donc je me suis engagée en 2002 au moment de la campagne de Jacques Chirac. J'étais stagiaire dans son QG de campagne sur les questions juridiques et d'organisation de la campagne officielle. Et j'ai poursuivi mon début de carrière au sein de l'UMP. Et du reste, je pense que mon engagement politique aujourd'hui est la continuité assez logique de ce que j'ai pu faire avant. En 2008, vous rejoignez le Conseil général des Yvelines en qualité de chargé de mission dans le but d'évaluer les politiques publiques, puis vous devenez secrétaire général du groupe UMP au Conseil général toujours. En 2014, au municipal à Montfort-l'Amaury, vous êtes sur la liste d'Hervé Plancheneau, je dis bien le nom. Oui. Il sera élu et vous aussi, vous devenez donc conseillère municipale. Cette année, vous êtes investie par l'UMP pour vous présenter aux élections départementales dans le canton d'Aubergenville, aux côtés de Laurent Richard, le maire de Maule. Vous remporterez au second tour le 29 mars avec près de 75% des suffrages. Les élections, vous êtes aujourd'hui conseillère départementale et même vice-présidente déléguée aux ruralités. Jusqu'en mars 2016, le département des Yvelines organise les assises de la ruralité. Ensemble, nous allons donc parler des préoccupations et des enjeux de ces territoires ruraux en termes de transport, de sécurité ou bien encore de commerce de proximité. Mais tout de suite, c'est l'heure de Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. C'est plutôt l'heure du Money Time. Pauline Vinocourt-Lefebvre, on commence cette émission donc avec le Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides pour en savoir un peu plus sur vous et connaître votre point de vue sur l'actualité. Première question, chemise déchirée, veste arrachée. En début de semaine, 2 dirigeants d'Air France ont été violemment pris à partie en marge d'un comité central d'entreprise. 3000 emplois sont menacés par un plan social à Air France. Les syndicalistes sont-ils allés trop loin selon vous ? Oui, je ne pense pas que la méthode soit la bonne. C'était une action violente et pas nécessairement justifiée. Je ne pense pas qu'on arrive à des choses efficaces avec ce type de comportement. Alors là, je parle à la juriste. Est-ce que les syndicalistes impliqués doivent-ils et peuvent-ils être licenciés ? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais selon vous ? D'un point de vue juridique, je ne crois pas. Ils doivent être relativement protégés. Et puis, voilà. Donc, d'un point de vue juridique, je ne pourrais pas vous donner la réponse. Est-ce qu'ils doivent être virés, licenciés, selon vous ? Ils doivent être sanctionnés. Oui, c'est pas tout à fait normal de mener une action violente, mais je pense que ça dépasse largement le droit du travail. Enfin, pour le coup, il me semble que le patron pourrait porter plainte autrement que sur le terrain du droit du travail. Pour passer une bonne soirée pour dîner, vous choisissez Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou Bruno Le Maire ? Alain Juppé. Oui, vous êtes d'ailleurs, je crois, vous avez rejoint l'un des comités de soutien d'Alain Juppé dans les Yvelines. Pour vous, c'est le meilleur candidat pour la primaire pour les Républicains de 2016 ? Je pense que c'est le meilleur candidat à la présidence de la République. Et pourquoi alors ? Qu'est-ce qui le différencie de Nicolas Sarkozy ? Qu'est-ce qui fait qu'il a un avantage sur son principal adversaire aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy ? Il est
les éléments de son programme, il est à mon avis beaucoup moins clivant que Nicolas Sarkozy. Et je crois beaucoup en l'idée que, il l'a annoncé lui-même, ce sera le seul mandat qu'il fera. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est le seul qui est susceptible de porter les réformes qui sont nécessaires. Il n'aura aucun enjeu derrière. Il pourra faire quand bien même ça ne plaît pas nécessairement. Et je pense que ça ne plaira pas nécessairement. Mais je pense que c'est le seul qui a cette stature-là et qui a la possibilité de mettre en œuvre ce qu'il faudra mettre en œuvre pour redresser le pays. Nadine Morano a été écartée des élections régionales à cause de ses propos sur la France, pays de race blanche. Je la cite. Faut-il aller plus loin en l'excluant du parti carrément ? Moi, ça, c'est au parti d'en décider. Moi, je suis scandalisée par... Ça vous gêne par... d'être dans le même parti Je que ne suis pas Nadine dans ce Morano. parti-là. Moi, je me suis présentée comme candidate d'hiver droite. Et voilà, je ne tolère pas ce type de propos. Donc, ça me gênerait d'être dans ce parti-là, le cas échéant. Et je trouve ça absolument intolérable. Maintenant, voilà, elle a aussi, sur le terrain, à une époque, porté ce type de parole-là. Peut-être pas avec ces mots-là, mais elle a fait le job qu'on lui a demandé de faire sur ce terrain-là. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma ? Si vous allez encore au cinéma. Oh là là, écoutez... On passe d'une question à une autre très rapidement ici. Je crois que c'était le dessin animé Vice Versa avec mon fils. Donc c'était il y a un bout de temps déjà apparemment. C'était il y a un moment et il faut que j'aille voir le film Maryland qui a été réalisé par ma cousine. D'accord. Une initiative surprenante en Belgique. Le gouvernement incite les Belges à dénoncer les fraudeurs au fisc et aux allocations. Collègues, voisins, patrons, tout le monde y passe. Un site internet a été créé pour cela. On vient de fêter les 70 ans de la sécurité sociale en France. Souhaitez-vous la même chose en France ? Ce système de dénonciation ? Est-ce que ça vous correspond ou est-ce que c'est une bonne idée ? Ça me correspond pas du tout, non. Ça me rappelle des heures sombres de notre histoire. Dimanche dernier, il y avait un match de football important à la télé, PSG-OM. Quel a été le score final, le savez-vous ? Puisque on rappelle que le PSG a son centre d'entraînement ici dans les Yvelines. Mon mari me l'a dit. C'était 2-1, non ? 2-1, exactement. Voilà, 2-1 pour le PSG. Pour le PSG. Presque 26 ans après la chute du mur de Berlin, c'était le 22 novembre 1989, le président du Parlement européen, Martin Schulz, soulignait récemment que les Européens sont plus forts ensemble que divisés. Quand on est attaché comme vous à la ruralité, l'Europe, on en pense quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'Europe aujourd'hui ? Quel regard vous portez sur l'Europe aujourd'hui ? D'un point de vue global sur les affaires européennes. Non, mais si on pense à la ruralité, moi je pense à l'agriculture et on a une agriculture qui est extrêmement soutenue encore aujourd'hui, même si c'est en train de changer par l'Europe. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit trop contraignant et que les normes soient trop contraignantes, mais c'est quelque chose qui me semble indispensable, ne serait-ce que parce que grâce à l'Europe, on est en paix en Europe. J'irai pas jusque-là. Oui, enfin c'est une chance. Il y a certains programmes européens, comme le programme Leader, il me semble, qui en plus... Le programme Leader, on va avoir des aides dans les Yvelines, sur le plateau de Saclay notamment. Donc oui, c'est une chance. C'est surtout une chance pour les pays européens qui se tapent plus dessus depuis qu'on a mis en place l'Union européenne. Le gouvernement a lancé 4 spots télé pour prévenir le départ de jeunes Français qui vont faire le djihad en Syrie. Des familles touchées par le départ d'un enfant y témoignent. Ces spots télé, c'est une vraie solution ou c'est finalement la preuve du désarroi du gouvernement face à ces situations ? Écoutez, je n'ai pas vu les spots télé, mais là, comme ça, a priori, je vous dirais qu'il faut mieux ça que rien du tout. Bientôt la conférence COP21 sur l'environnement à Paris. D'après l'Institut Ipsos, pour 97% des Français, il est urgent de lutter contre l'épuisement des ressources naturelles de la planète. Quelles sont vos bonnes pratiques à vous dans le quotidien ? Je trie les déchets, je fais attention à l'eau, je fais attention à l'électricité et je m'apprête à faire du compost. Pas d'abus ? Non, pas d'abus. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de cet hebdo politique, on va évidemment parler de la ruralité, mais on va s'intéresser quelques instants à vous. Je le disais en début d'émission, vous avez 36 ans, vous êtes conseillère municipale et désormais conseillère départementale, vous êtes même vice-présidente. Vous arrivez à gérer toutes ces nouvelles fonctions puisque vous avez été élue pour la première fois en 2014. Tout ça est nouveau pour vous ? Pour l'instant, ça va. Comment vous faites ? Je m'organise.
C'est difficile, on a du mal à imaginer peut-être Non, pour les c'est- auditeurs qui ne sont pas dans le monde politique. Non, C'est beaucoup de travail. C'est pas difficile, c'est beaucoup de travail. Alors après, on en fait un peu ce qu'on veut. Ça dépend la façon dont on l'envisage, la façon dont on veut s'y impliquer. Je pourrais me contenter d'être vice-présidente, d'assister aux réunions qui me sont imposées et Ça m'arrêter là. existe ça au conseil départemental des Yvelines? Non, je ne crois pas. En tout cas, vous Non, n'êtes pas comme ça. non, moi c'est pas mon tempérament. J'aime pas m'ennuyer. Là pour le coup, je suis servie, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais ça dépend vraiment de la façon dont on veut l'organiser. Et là, je suis en train de travailler sur les assises de la ruralité, qui sont un gros chantier de l'automne et du début de l'année 2016, puisqu'elles vont se clôturer en mars 2016 après une longue phase de consultation. Donc ça prend effectivement un peu de temps, mais c'est passionnant. Et on peut vraiment le faire comme on le veut. C'est-à-dire on peut choisir de s'y impliquer à fond ou de le faire un peu moins fortement. Moi, j'ai décidé de m'investir dedans vraiment, sincèrement. Justement, pourquoi en 2014 vous avez décidé de passer de l'autre côté des coulisses à une élection, à une campagne électorale? Ça faisait longtemps que j'étais de l'autre côté. J'ai trouvé que c'était intéressant d'aller voir comment ça se passait du côté des élus. Et alors, pour l'instant, déçue ou satisfaite? Non, pas du tout. Je trouve ça très intéressant. Vous avez toujours été de droite? Je crois, oui. C'est-à-dire, vous croyez... Non, je me souviens pas avoir été de gauche ou d'un autre parti. Non, j'ai toujours été de droite. Le conseil départemental, vous y avez pensé tout de suite après les élections municipales, où on est venu vous chercher alors, ne le prenez pas mal, mais c'est vrai qu'il y avait ce souci d'égalité, cette obligation d'égalité. On est venu vous chercher ou c'est vous qui avez voulu vous présenter? Non, on m'a proposé de me présenter. C'était Effectivement, pas parce forcément qu'il y la avait... réflexion que vous meniez, vous Non, on m'a proposé, effectivement, parce qu'il y avait ce souci de parité. Il n'y a pas de problème à l'évoquer. Je sais pourquoi je suis là. Il y avait quand même une envie de votre part à un moment donné, j'imagine. Ah bah oui, sinon j'aurais refusé. Non, bien sûr. Non, mais j'étais absolument ravie. J'ai trouvé ça très intéressant. Très intense, mais très intéressant. Cette nouveauté d'ailleurs, cette égalité, cette parité, quel regard vous portez dessus? Il y a des élus qui ont dit, voilà, ça oblige des gens à peut-être se présenter et à faire quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour eux. Ça oblige, on n'est jamais obligé. Je pense que les femmes qui sont au conseil départemental, y sont parce qu'elles l'ont souhaité. Maintenant, c'est peut-être un autre regard, d'autres types d'interventions que peuvent porter les femmes en politique. On verra sur le moyen ou sur le long terme. Le conseil départemental des Yvelines est composé de 42 élus de droite. Il n'y a pas d'opposition. Bah non. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez pour la démocratie locale notamment? C'est la démocratie locale qui s'est exprimée, donc j'ai pas à le regretter. Voilà, ça se trouve comme ça. C'est ennuyeux une séance du conseil départemental sans opposition? Non. Même si vous n'avez pas connu finalement l'opposition au conseil Moi, je l'ai connue départemental. de l'autre côté quand j'étais secrétaire générale du groupe. Non, c'est pas ennuyeux parce qu'on a parfois des sujets de désaccord et des sujets de débat. Donc, ça Même au reste sein de la même famille. au sein de la même famille politique, absolument. Vous êtes l'une des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune du conseil départemental. L'une des plus jeunes en tout cas. L'une des plus jeunes, mais pas la plus jeune. Est-ce que c'est une pression supplémentaire, la jeunesse en politique? Ou c'est une force? Non, je Comment crois vous le pas. percevez-vous? On vous le fait remarquer parfois que vous êtes jeune, et une jeune femme, qui plus est. Parfois, on n'imagine pas que ce soit moi la vice-présidente. Effectivement, dans les réunions, ça m'est arrivé 2-3 fois C'est vexant qu'on pour vous? s'adresse à quelqu'un d'autre. Ça me fait plutôt rigoler. C'est vous qui avez souhaité la vice-présidente justement en charge de la ruralité, ou on vous l'a proposé? On me l'a proposé et Évidemment, je l'ai vous accepté avez avec accepté. un grand plaisir. Il y a des choses qui ne se refusent pas. On me l'a proposé. Maintenant, je suis élue sur un territoire rural sur lequel je suis implantée depuis longtemps. Enfin, j'ai à la fois des racines familiales. Voilà, je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Je pense que ça a pesé aussi dans la balance. C'est quelque chose de logique finalement. Oui, je pense. Enfin, oui, pour moi, ça me semble pas illogique en tout cas. Votre titre exact, c'est 12e vice-présidente déléguée aux ruralités. Alors ma question peut paraître un peu provocante comme ça, mais 12e, ça veut dire que la ruralité, c'est pas une priorité aujourd'hui pour le conseil départemental?
Non, puisqu'il y a une vice-présidence en charge de ce sujet-là. Donc ça veut dire au contraire que c'est une priorité. Après, il fallait définir un ordre. Pour le coup, vu ma jeunesse et ma nouveauté, il était assez logique que je sois la dernière. Pourquoi dit-on délégué aux ruralités et pas à la ruralité? Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu simple comme ça, mais... Eh bien, écoutez, ce sont effectivement les ruralités. Il y a plusieurs ruralités? Je pense qu'il y a plusieurs réalités sur nos territoires ruraux, effectivement. Et c'est, j'espère, ce qui ressortira des assises de la ruralité. Alors, justement, quelles sont les différences entre ces ruralités-là? Comment on peut les définir? Je pense qu'avant tout, il y a sur nos territoires ruraux des habitants, je le mettrai entre guillemets, mais des vrais ruraux qui sont implantés sur le territoire depuis longtemps et qui n'ont absolument pas la même perception que les habitants plus récents des territoires ruraux. Ces habitants plus récents, d'ailleurs, on les appelle néo-ruraux, périurbains, urbains. On ne sait pas trop bien comment les situer par rapport au territoire. Et ces deux types de publics portent des visions du territoire qui se confrontent souvent. On cite souvent l'exemple de l'agriculteur qu'un voisin vient voir en lui demandant d'arrêter de moissonner le dimanche parce que ça fait du bruit. Voilà, et on est dans toute la contradiction de nos territoires ruraux. Et donc il y a plusieurs perceptions de la ruralité, de la vie dans nos secteurs ruraux. On a probablement... Alors après, sur les nouveaux habitants, on a des gens qui ont fait ce choix de vie, le choix de venir vivre à la campagne, d'avoir une maison, un jardin, une qualité de vie qui leur conviennent mieux, et puis peut-être des gens qui ont été contraints de s'éloigner vers la campagne pour des raisons de pression foncière dans nos villes, et qui eux subissent peut-être un peu la ruralité, parce que habiter en territoire rural, c'est pas avoir les mêmes services que quand on vient de la ville. En tout cas, vous êtes occupé depuis le début du mois de septembre. Plusieurs initiatives initiées par le département concernent le thème de la ruralité, dont la signature d'un protocole pour favoriser la construction de logements sociaux en zone rurale. Aujourd'hui, clairement, si le département ne prend pas l'initiative, les communes rurales ne construisent pas ce type de logement. On leur facilite la tâche en prenant ce type d'initiative. On est facilitateur. C'est compliqué de construire des logements sociaux ? Ça peut être compliqué à porter pour des petites communes. Ça peut être financièrement compliqué à porter, en termes d'organisation, en termes de communication. Maintenant, il y a un réel besoin en secteur rural. On a par ailleurs des communes rurales qui sont soumises aux contraintes de la loi SRU. Voilà, ça oblige va à être 20% complexe. de logements sociaux, puis bientôt 25-30 même. Enfin, 25%. Je crois que c'est plutôt 25. Et voilà, elles y sont tenues. Après, il va falloir qu'elles l'organisent. Ça induira nécessairement des problèmes peut-être de services publics sous-calibrés comme les écoles, ou des problèmes de parking en centre-ville, des problèmes de places en crèche. Voilà, donc là, si on peut faciliter la tâche de nos communes rurales, on est là pour ça. Dans les communes rurales, est-ce qu'il y a des craintes aussi, des appréhensions par rapport aux logements sociaux ? Et si oui, quels sont-ils ? Oui, bien sûr, quand on parle de logements sociaux, les gens pensent tout de suite aux grands ensembles et aux logements sociaux qui ont été faits par le passé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un ou des logements sociaux en zone rurale, ça peut être un vieux bâtiment de ferme désaffecté qu'on réhabilite et dans lequel on crée X appartements avec des loyers encadrés. Vous le disiez, l'objectif aussi de ce contrat, de ce protocole signé, c'est de faire venir de nouvelles populations, de nouvelles personnes. Oui, absolument. De faire venir. Les zones rurales dans les Yvelines ont-elles un problème de population ? Alors là encore, je pense que ça dépend des zones rurales. Mais oui, il y a des communes, y compris sur mon canton, qui ont besoin de remplir leur école, qui ont une population vieillissante, qui attirent soit des personnes plus âgées, soit des couples avec des enfants déjà grands, parce que le foncier est trop cher pour des jeunes couples avec enfants. Et les écoles primaires, elles ne se remplissent pas avec des collégiens, il faut des jeunes enfants. Donc on vise principalement les jeunes ménages avec ce type de logement ? Les jeunes ménages ou les personnes âgées qui ne peuvent plus rester dans une grande maison seule et qui pourraient avoir besoin d'un logement social. Mais pas que, on ne peut pas être aussi restrictif.
Est-ce que, on prend l'exemple de votre ville, Montfort-l'Amaury, selon l'INSEE, vous aviez moins d'habitants en 2012 qu'en 1999. Alors ça se joue à peu de choses, on est passé de 3137 à 3073 habitants. C'est une tendance à laquelle on n'est pas habitué. Est-ce que c'est une tendance lourde dans le sud Yvelines ou dans le centre des Yvelines? J'ai pas regardé tous les chiffres, mais je crois que ça dépend vraiment des communes. Et du reste, là, 2012, oui, c'est assez récent, c'est le dernier recensement. Je pense que ça dépend des communes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui attendent la mise à jour de leur recensement pour savoir si, oui ou non, elles ont passé la barre des 1000, pour les communes qui sont à la limite. A priori, on est plutôt dans des communes dans lesquelles la population augmente. Alors le protocole signé doit permettre 220 logements, c'est ça on doit pouvoir bâtir 220 logements d'ici 2017. Et le département, combien d'argent est investi par le département? Vous me piégez, j'ai plus les chiffres en tête. C'est 2,2 millions d'euros, je crois, pour construire 220 logements. Ouais. Je voulais affirmer Merci. ça avec vous. J'ai aucune mémoire des chiffres et ceux-là, je les ai pas en tête. Je suis désolée. On va faire une pause musicale et on revient dans quelques instants pour évoquer les assises de la ruralité. L'hebdo politique sur Sensation. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente du conseil départemental en charge des ruralités, pas de la ruralité. On va aborder avec vous un dossier qui s'inscrit sur le long terme, les assises de la ruralité. Elles ont été lancées par Pierre Bédier et par vous-même il y a quelques semaines maintenant, c'était mi-septembre, et elles doivent permettre une large consultation des acteurs du monde rural pour faire remonter leurs besoins et leurs difficultés. Est-ce que c'est bien résumé ou alors faut-il rajouter quelque chose ? Est-ce que ça veut dire qu'avant le lancement de ces assises, le département des Yvelines ne connaissait pas les besoins de ces zones rurales ? Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse finalement, ces assises ? Non, on les connaît les besoins. Enfin, on les connaît. On imagine les sujets qui vont sortir. On aimerait bien savoir quels sont les sujets prioritaires et surtout on voudrait entendre les habitants pour savoir ce que eux en pensent et pas ce qu'on en pense nous, élus du département. En gros, vous avez les connaissances mais vous voulez les améliorer, les perfectionner. On veut les perfectionner, on veut faire un diagnostic, avoir un diagnostic de notre zone rurale, prendre le pouls de là ou plutôt des ruralités et identifier clairement les problèmes, voire les hiérarchiser. Et l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux habitants pour savoir ce qui fonctionne mal, peut-être, j'espère, ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne mieux. Oui, c'est pas forcément que des problèmes, d'ailleurs. Non, c'est pas que des problèmes. D'ailleurs, on a commencé à... On est en train d'élaborer un film enquête qui servira d'amorce à nos réunions publiques. Et il y a plutôt des choses positives qui en sortent. Il y a aussi des choses plus négatives, mais sur la qualité de vie, sur le département, il y a quelques points très positifs. Mais pas que. C'est adressé du coup pour les habitants, également les associations, les élus, c'est tout le monde qui est impliqué dans Ce sont tous les usagers de la ruralité. Tous ceux qui font finalement le monde rural. Donc les associations, les habitants, qui sont ceux qui font fonctionner les associations du reste, les élus, parce qu'il est aussi intéressant d'avoir le regard d'un élu qui sera très différent de celui d'un habitant qui n'est pas impliqué dans un mandat local, les agriculteurs, les chasseurs, les associations environnementales, enfin voilà, tous ceux qui habitent, qui vivent et qui utilisent cette ruralité. Alors c'est vous qui en êtes à l'initiative de ces assises ou c'est une idée de Pierre Bédier ? C'était une annonce de Pierre Bédier, il en avait parlé pendant la campagne des élections départementales d'ailleurs. En ce moment, ça a commencé déjà la consultation. En tout cas, elle va commencer la consultation. On est dans une période de stand-by. Va venir le temps de la consultation avec, c'est ça, des grandes réunions publiques ? Oui, alors on a 3 phases dans ces assises. La période de consultation, comme vous l'avez dit, qui a été lancée le 9 septembre officiellement. La période d'analyse de ce qui se sera dit pendant les consultations et une période de restitution des assises autour d'une journée ou d'une demi-journée de travail qui, elle, est prévue au mois de mars. Ensuite, vous ferez quoi de ces assises-là ? Alors, je termine juste sur la phase de consultation, parce que vous me posiez la question des réunions qu'on organisait. Elles s'organisent autour de 5 grandes réunions publiques, départementales,
qui démarre le 6 novembre à Rambouillet. Exactement. Et il se termine le 3 décembre à Bonnières. Donc toutes les semaines, on a un rendez-vous départemental. Et par ailleurs, on a demandé à tous les maires qui le souhaitaient, en zone rurale, d'organiser une réunion sur leur commune. Donc on devrait avoir entre 15 et 25. La liste n'est pas encore arrêtée. Il y a des maires qui vous sollicitent justement, il y en a beaucoup. On a quelques maires qui nous sollicitent. L'idée étant d'avoir le meilleur maillage territorial possible pour que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer au travers de cette consultation. Après cette consultation, qu'est-ce que vous allez faire justement de tout ce qui sera remonté à vous? Vous allez en faire une politique rurale? Ça va vous servir, vous Ça va aiguiller nous servir de base pour déterminer nos modes d'intervention en zone rurale pendant le prochain mandat. Est-ce que ces assises, c'est aussi un moyen de répondre, on va dire, aux critiques qui sont souvent faites par rapport aux hommes politiques qui ne s'intéressent pas à ce monde rural, qui n'est pas assez intéressant, toujours tourné vers le monde urbain? Est-ce que c'est une réponse à ces critiques-là? Moi, je ne vais pas vous dire que les politiques ne s'intéressent pas au monde rural parce que j'en suis issue, je travaille dessus et donc c'est bien la preuve qu'on s'y intéresse. D'autant plus que dans le département des Yvelines, on intervient beaucoup sur le secteur rural. Je crois qu'en proportion par habitant, c'est même plus que sur le secteur rural. Il y a 9% de la population qui vit dans le Alors oui, rural. vous m'avez dit ça tout à l'heure, 9% de la population. Sur la consultation, on a contacté les maires des communes rurales. On a 205 communes. 205 communes 205 communes sur les 262 262, 262 voilà. Donc je ne peux pas faire tout de suite le prorata, mais en tout cas c'est important. C'est important. Alors sachant évidemment que dans le cadre de notre consultation, on a pris toutes les communes situées en zone rurale, dont la plupart, en fait, on a cette agence ingénierie dont on n'a pas parlé, mais qui fait du conseil en ingénierie aux communes rurales, et un seuil de population a été défini pour le périmètre d'intervention d'ingénierie qui est le seuil de 2000 habitants. Donc on a mis dans la consultation toutes les communes de 2000 habitants. Mais quand on regarde une carte des communes couvertes par ingénierie, on a toutes ces communes de 2000 habitants en zone rurale. Alors c'est majoritairement l'ouest et le sud du département. Ça fait un gros croissant, on voit très clairement. Toute la partie est du département n'est pas concernée, non, entre guillemets. Absolument. Mais avec ce seuil de 2000 habitants, on exclut des communes comme Montfort-l'Amaury qui ont plus de 2000 habitants mais qui sont néanmoins des communes rurales, ou comme Rambouillet qui est une ville mais dans un secteur essentiellement rural et sans continuité urbaine. Donc on l'a inclus dans la consultation. On a des communes de moins de 2000 habitants qui sont un peu perdues dans la zone urbaine, comme les Loges en Josas, qu'on a choisi de garder dans notre consultation. Voilà, donc après, on a aussi des communes plus urbaines qui ont souhaité participer, qui nous ont fait part de leur souhait de porter des réunions et de participer à la réflexion sur les assises. C'est un exercice très ouvert, on ne refuse personne. Vous disiez il y a quelques mois dans un article de l'hebdomadaire Toutes les Nouvelles, la poussée du FN dans le département, c'est ma plus grande crainte. On sait que le Front National fait ses scores les plus élevés dans les zones périurbaines et rurales, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que le Front National, c'est toujours votre plus grande crainte aujourd'hui? Et les assises de la ruralité, c'est un moyen de reprendre la main? Les assises de la ruralité, c'est un moyen d'aller voir pourquoi ça coince, pourquoi ça va pas dans les zones rurales. Maintenant, ma plus grande crainte, j'ai pas peur. C'était le temps de la campagne. Oui. C'est-à-dire que quand vous dites ma plus grande crainte, on a l'impression que j'ai peur. Non, j'ai pas peur, mais je trouve ça préoccupant et c'est une tendance qui me déplaît. Voilà. C'est ce qui était inscrit dans l'article. Oui, non, mais effectivement, non, bien sûr, mais c'est très déplaisant. Voilà, maintenant c'est un fait et il faut voir où est-ce que ça grippe et comment on peut éviter que ça se. Vous avez une idée justement déjà de ce qui ne va pas dans le monde rural, dans les Yvelines en tout cas, puisque vous connaissez bien ce monde rural, vous devez côtoyer des gens tous les jours dans votre mairie. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un sentiment d'abandon, il y a quoi? Il y a un sentiment d'abandon,
il y a un certain agacement sur certaines thématiques, sur Lesquelles des choses qui se passent mal, qui semblent incohérentes. Je pense que l'événement auquel vous faisiez allusion avec Air France il y a quelques jours, ce sont des choses qui crispent tout le monde. Voilà, l'actualité est inquiétante. On est dans une période où l'emploi est en berne. Voilà, ce sont tous les ingrédients de la crise économique qui ont toujours favorisé la poussée des votes extrêmes. Un manque de services de proximité également? Peut-être, ça je pense qu'on pourra mieux l'identifier à l'issue des assises. On verra ce que nous disent les usagers là-dessus. En tout cas, on a posé la question à Françoise Descancronier, députée PS de la 8e circonscription. Une circonscription mi-urbaine, mi-rurale. Écoutez-la. Je pense qu'il y a tout un travail au niveau de l'aménagement du territoire. Et quand on parle d'aménagement du territoire, finalement, on parle à la fois de développement économique, d'accompagnement de nos concitoyens pour améliorer leur vie au quotidien, et notamment l'accessibilité aux différents services que nous pouvons avoir en ville et il est beaucoup plus difficile d'avoir au milieu rural. Alors, s'il faut citer quelques points, c'est toute la question du numérique, parce que c'est à la fois l'économie et à la fois l'habitant qui est concerné. Certaines personnes m'ont dit on nous propose du télétravail à un horizon 1 an ou 2 et le problème c'est que chez moi je ne peux pas travailler parce que j'aurai pas la connexion suffisante qui me permettra d'accepter le télétravail et dans les difficultés aussi c'est la question de la mobilité. Tout à l'heure je parlais d'accessibilité aux différents services mais c'est aussi la question de la mobilité du travail à effectivement faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes aller à l'école pour aller travailler, pour se rendre à des loisirs, etc. Eh bien, il faut une certaine mobilité et donc il faut faciliter en même temps ce côté. Françoise Descancronier parle de mobilité et donc de transport, elle parle aussi de numérique. Elle est socialiste, vous ne l'êtes pas, mais finalement, j'imagine, vous êtes d'accord. Bah oui, on peut pas ne pas être d'accord. Et alors, en plus, l'ordre, la hiérarchie qu'elle y met, c'est à peu près ce qui ressort de cette enquête qu'on est en train de mener avant d'ouvrir les consultations. Le sujet numéro 1, ce sont les transports. Le numérique vient après. Voilà, ce sont évidemment des sujets importants et qui sans doute contribuent à ce que les gens se sentent peut-être moins bien ou plus délaissés en zone rurale. Pour revenir sur le numérique, c'est un point qui fait débat au conseil départemental. La fibre optique, c'est-à-dire le très haut débit, était attendu pour 2018 sur l'ensemble du territoire. Finalement, ça sera 2020. C'est forcément un manque, ça, pour les zones rurales et leur attractivité économique. Excusez-moi, est-ce que c'est un manque qu'on peut combler aujourd'hui ? Alors, 2020, c'est la fin du déploiement. En fait, il y a des zones dans lesquelles ça ira plus vite parce qu'on va faire de la montée en débit quand c'est possible, pour des raisons financières, pour des raisons d'efficacité. Il y a des territoires dans lesquels c'est pertinent de faire de la montée en débit et le service sera tout à fait satisfaisant. La fibre optique est plus longue à déployer, beaucoup plus coûteuse, et le département fait face, comme l'ensemble des départements et des communes de France, à des baisses de dotation drastiques et à des contraintes financières qui nous obligent à faire différemment les choses. J'allais en parler, ça représente 130 millions d'euros en moins pour le département sur les 3 prochaines années. Du coup, est-ce que vous aurez les moyens d'avoir une politique ambitieuse après ces assises ? Est-ce que ça va pas faire un peu plouf du fait du manque de moyens ? Non, on essaiera on va faire mieux. Là, c'est du langage politique. Non, on s'efforcera de faire mieux avec moins. Voilà, ça va être tout l'enjeu. C'est aussi pour ça qu'à travers ces assises, on veut réfléchir à la façon dont on peut faire bouger les choses. Mais c'est vrai qu'on a, et comme l'ensemble des communes, on a des contraintes financières. Enfin, imaginez, retranscrivez une telle baisse de dotation sur un ménage, par exemple. La situation n'est pas tenable. Donc, on va faire ce qu'on peut, on va s'efforcer de faire au mieux, on va dégager des marges de manœuvre pour pouvoir continuer d'avoir des politiques innovantes. On a la chance d'être un département bien géré, peu endetté, pas endetté. Et assez riche.
Riche, non, on est un département bien géré. On n'est pas un département nécessairement riche. Voilà. Et là, on a une partie qui sont les droits de mutation qui sont très fluctuantes, qui avec la crise économique nous rapportent moins. Voilà, on est un département bien géré. Vous parliez de marge de manœuvre, vous savez sur quel domaine précisément vous avez les moyens de faire des économies ? Non, on est en train de discuter le budget. Il y aura normalement un débat d'orientation budgétaire d'ici la fin de l'année. Un mot pour terminer sur la métropole du Grand Paris qui va voir le jour officiellement le 1er janvier. Cette métropole oblige les intercommunalités à se rapprocher pour former de plus grands ensembles. C'est un souci selon vous pour les communes rurales et pour les petites communes qui vont être diluées dans ces grands ensembles, ou alors c'est une chance pour leur développement ? Ça peut être une chance pour leur développement, effectivement. Je comprends qu'elles soient très inquiètes parce que personne ne sait comment vont fonctionner ces grosses intercommunalités. Mais ça peut être effectivement une chance pour leur développement parce qu'elles bénéficieront d'une force de frappe plus importante peut-être. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Pauline Vinocourt-Lefebvre d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes vice-présidente départementale en charge des ruralités et conseillère municipale à Montfort-l'Amaury. Cette émission, vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur radiosensation.fr. L'hebdo politique revient dimanche prochain à 18h. Bonne fin de week-end et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique sur Sensation.